enfin, ça met une merde pas possible dans mon business. Et tout l'été que je viens de passer à charbonner comme un connard, j'ai l'impression que c'est pas jeté à l'eau, mais qui en tout cas, enfin vraiment, je me prends un gros mur arrivé à la rentrée parce que j'ai une couille là-dessus. Et oui, par contre, on a eu des cas quand on était à Malte, d'amis qui se sont fait figer leur compte parce que toute la banque était sous contrôle de l'État et s'était rendu compte qu'il y avait énormément de blanchiment d'argent pour des Russes qui étaient là-bas. Et ils avaient figé tous les comptes qui ont été figés pendant des mois et des mois. Et ils vérifiaient chaque compte un par un pour vérifier s'il servait à faire du blanchiment. Et là, toi, quand tu es dans cette banque-là et que tu n'as rien fait, bah franchement, tu es un peu dégoûté, quoi. Un autre point que je rajoute parce qu'il est assez court, pas avoir peur de faire du border. Quand je dis border, c'est pas, non mais Alors, venant de toi, c'est c'est pas marrant. c'est pas illégal, tout en restant dans la légalité, mais si tu as une offre, par exemple en affiliation qui te paraît pas spécialement éthique au début et tout, en vrai, vas-y, prends l'argent et après fais autre chose. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec Franck et Anto pour vous parler de ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre. Alors pour tous ceux qui vont nous découvrir au travers de ce podcast, Wizards Podcast, c'est un épisode toutes les semaines et on parle d'entrepreneuriat, on parle de make money, on parle de nombreux business rentables sur Internet, on parle concret, c'est beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous appréciez cet épisode, bien sûr, à le liker. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors avant toute chose, avant que j'oublie, pareil, en description, vous avez une petite formation gratuite sur la vente de liens en édition de site pour tous ceux que ça pourrait intéresser. La formation, honnêtement, elle est solide comme un roc. Elle fait 3 heures et elle est très complète. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. On va commencer, Franck, avec le premier sujet que tu veux aborder sur cet épisode, si tu le veux bien. Du coup, premier sujet, donc enfin, on va parler un petit peu mindset et les erreurs à pas commettre au début. Moi, un des premiers trucs auxquels je voulais faire référence, c'est le fait d'écouter sa famille et ses amis quand on se lance au début. Et en fait, ça, je pense que c'est une des grosses erreurs et beaucoup de gens ont tendance à, je pense, abandonner parce que là, je vais prendre le cas peut-être de ceux qui nous écoutent et qui sont encore jeunes et qui se lancent et en fait, il y a leurs potes qui leur disent «Ah mais dans tous les cas, ce que tu fais, ça peut pas marcher, il y a déjà d'autres qui l'ont fait». Ou les parents qui vont dire «Ah mais tu sûr, franchement un CDI ça serait, peut-être, moins risqué» ou qu'importe, ce qui peut être vrai et ce qui peut s'entendre surtout de la part des parents, qui veulent votre sécurité la plupart du temps. Eh bien, ils vont dire: «Ah non, puis en plus de ça, tu veux lancer, une agence de marketing, mais dans notre ville, on a déjà une agence de marketing, ça sert à rien d'en faire une». Et en fait, je pense qu'écouter et je parle pas du cas de tout le monde, hein, vous avez, quelqu'un dans votre famille qui est un super entrepreneur, évidemment, écoutez-le. Mais en fait, je pense qu'aller écouter des gens qui n'ont aucune idée de la réalité de l'entrepreneuriat et qui, n'ont sans doute jamais écouté ni un podcast, ni une vidéo YouTube, ni suivi des gens de cet écosystème, eh bien, trop prendre à cœur ce qu'ils disent. Je dis pas qu'ils peuvent pas avoir des bonnes idées et tout. Évidemment, la plupart du temps, il y a des choses à prendre et à laisser. Mais bien souvent, c'est des gens qui vont être complètement perchés par rapport à ce qu'on fait. Et en fait, moi, je m'en rends compte si, au tout début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'en ai parlé à un de mes meilleurs potes. Peut-être j'ai dû en parler à 2 personnes max. Ma famille le savait pas et en fait, j'en ai parlé, par exemple, à ma mère quand, je faisais déjà, parfois des journées où je gagnais, 50 ou 100 euros. Et je lui disais: «Ah bah, aujourd'hui, j'ai lancé un truc et j'ai gagné 100 euros. Et je m'en rappelle très bien parce qu'il y a une fois où on était en vacances, avec ma mère justement et je commençais à gagner un petit peu de sous et une journée, j'ai fait 100 euros et je lui dis: «Bah, en fait, il y a quelque temps, j'ai lancé un truc aujourd'hui, j'ai gagné 100 euros». Et en fait, je pense que si j'avais commencé à lui en parler et que pendant des mois j'avais fait 0 €, elle aurait jamais, compris, ou peut-être qu'elle m'aurait pas poussé, peut-être que si, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, les retours que j'ai eu de plusieurs personnes qui ont parlé directement de leurs idées de bise, que ça soit à des bons potes ou de la famille,
la plupart du temps, les gens vont te ralentir en fait. Alors, Et juste c'est. au moment justement où il y a eu cette phase-là, t'étais toujours en études ou pas? Ah ouais, je suis en études, ouais. Parce que je pense que ça joue beaucoup. Tu vois, typiquement, moi, j'ai un peu la même expérience. Je m'étais lancé dans une fac de psycho à la sortie de mon lycée. Et en fait, il se trouve que ça m'avait pas plu. Et j'osais pas trop. Enfin, tu vois, j'ai déjà eu une scolarité overall qui pue un peu la merde. J'avais pas trop envie de te dire, ouais, ça me plaît pas. Et ça fait un peu le mec vraiment raté jusqu'au bout, quoi. C'est comme ça que je le vivais moi. Et du coup, pareil, j'ai lancé mon premier business à ce moment-là, qui s'est mis à bien marcher. Et en fait, je crois que je leur en ai parlé quand ça marchait, parce que justement, j'avais pas envie non plus de prendre le risque, tu vois, de dire ah, j'arrête la psycho, je lance ça. Enfin, en fait, c'est risqué, je trouve, de faire ça. Ouais, où il faut avoir des parents peut-être très compréhensifs Même là-dessus et moi, qui. c'est le cas, c'était plus sur la partie scolaire, tu vois, que c'était un peu plus compliqué, quoi. Tu vois, c'est eux qui finançaient l'appart. Tu vois, c'est eux qui finançaient les études, le machin, et toi, t'arrives, t'es là comme une fleur. Bah, en fait, j'arrête. Enfin, tu vois, c'est plus ça qui m'embêtait à l'époque. Mais... Ouais. Toi, Anto, quand t'as lancé, t'étais jeune d'ailleurs. Toi, t'étais même très jeune. Ouais, j'avais 18. Bon, j'ai mis un peu de temps à en parler, mais par contre, non, parce que ma mère, elle m'a dit, après, j'étais en alternance, et la troisième année, enfin, après mon BTS, elle m'a dit, en gros, bah, tu prends un an et tu testes, quoi. Ah ouais? Tu vois. Ouais. Franchement, c'est Parce cool qu'en hein, plus, quand t'as des parents qui sont comme ça. moi, j'étais en alternance et l'entreprise où j'étais, ils voulaient me reprendre en licence derrière. Donc, tu vois, en soi, j'avais déjà l'entreprise, j'avais tout, quoi. C'était vraiment en mode, je teste. En gros, je perds la situation que j'ai pour tester, quoi. Donc, Ok, ça aurait pu la freiner, mais non, ça les a pas trop dérangés en soi. ok. Bon, voilà, c'était un des premiers points que je voulais aborder, mais voilà. Bon, et nous, je pense que tous les trois, on a eu des bons retours par rapport à ça au final, parce que, bah, à part toi, Anto, où t'en as parlé assez tôt, mais nous, avec Arthur, on a Mais quand par même contre, ça tournait attendu. déjà. Je veux dire, ça Ah faisait ouais, pas c'est 20 € ça. par jour. Ouais, ouais, non, non, non. Dans le même cas que vous, j'ai bien attendu. Par contre, après, ça a pas posé de problème. Ah Non, ouais, mais après. parce que t'avais des preuves au final que ça marchait. Oui, voilà. Et puis même moi, déjà, j'étais rassuré aussi. Hmm. Déjà, il y a ça aussi. Puis je pense qu'en fait, assez naturellement, que tous les trois, là, finalement, on en a parlé à partir du moment où on a eu un petit peu de résultats. Mais finalement, ça me semble assez logique. Je veux dire, à partir du moment où tu es adulte, dans tous les sens du terme, t'as pas à faire un petit compte rendu à tes parents de ce que tu fais, tu vois. Donc, moi, je me suis pas dit, bah là, il faut absolument que je leur dise, voilà, aujourd'hui, je fais ça. Non, tu vois, j'expérimente des trucs. Si ça marche, évidemment que je le partage avec eux. Mais enfin, tu vois, c'est Hmm. plus tout simplement dans cette logique-là, tu vois, je vais pas forcément me dire, voilà, faut absolument que j'ai le veto de un tel ou un tel pour faire quelque chose, quoi. Ouais. Après, tu bossais, quoi. Je pense il y a ça aussi comme truc. Peut-être que des parents qui te payent un appart, tu vois, comme toi, tu étais dans Mhm. ta fac de psycho, qui te payent ton appart et en fait qui apprennent Mhm. à un moment que tu vas plus en cours, par exemple, bah Ouais. peut-être que là, ils te déboîtent un peu, à part si tu leur dis, ouais, mais en fait, j'ai un biz qui me rapporte déjà 2 000 € par mois, par exemple, ou même un SMIC, tu vois. Je Mhm. gagne un SMIC avec un business, peut-être qu'ils seront un peu plus compréhensifs, mais si tu leur dis, bah non, je vais plus en cours parce que il y a des gens sur Internet qui m'ont dit que je pouvais gagner très bien Mais ma vie avec un truc. je me Je sais pas. rappellerai toujours d'ailleurs du jour où je suis rentré chez moi, enfin chez mes parents, et je leur ai finalement dit ce que je faisais. Et ils m'ont fait, ah, mais c'est dingue et tout, c'est quoi, t'as un site, tout. Enfin, tu sais, ils tombaient un peu des nues. Et je leur avais montré le site que j'avais fait. Et c'est pour ceux qui auront la ref, c'était un site Blogspot, mais que j'avais pris en domaine premium. Donc en fait, c'était un Blogspot, mais à l'époque, hein, c'était, je sais pas, on devait être en 2011, quoi. C'était vraiment old school de ouf. Et j'avais brandé le truc, j'avais fait, c'était des vieux boutons PayPal dégueulasses et tout, enfin, tu vois. Mais ça marchait. À l'époque, ça devait déjà faire 3000 balles par mois, tu vois. Et je vendais des pièces d'or sur un jeu vidéo que personne connaît, qui s'appelle Runscape, mais voilà. Et c'était ma première expérience. Ok. Anto, tu veux. Anto, est-ce que tu as un petit... C'est un petit conseil que je dois te donner, un petit conseil que je dois donner que j'ai noté. Je mets que ça ne sera pas facile. C'est un peu bateau, mais Non, c'est important. faut pas se décourager dès le début. En fait, vraiment, je pense que de toute façon, on en avait déjà parlé, mais je pense que c'est le truc le plus important. Et surtout sur Internet, ça sera très long. Et il y a énormément de gens, je pense, qui n'arrivent pas à passer ce cap-là, d'attendre des résultats. Donc, Et comment tu sais
quand tu t'enfonces dans un truc qui marchera jamais ou quand il faut juste continuer pour réussir? Bah, c'est le deuxième conseil que j'avais mis, c'est ne pas réinventer la roue. Donc, d'aller dans des trucs où ça marche déjà et il vaut mieux prendre, un petit pourcentage d'un gâteau, tu vois, que d'inventer un truc où tu sais même pas s'il y a du bis derrière, quoi. Ça sert à rien d'aller sur des idées farfelues, tu prends ce qui marche, tu testes et déjà tu fais de l'argent et après tu t'amuses sur d'autres choses si tu veux t'amuser. C'est vrai que ça, c'est un bon point, Mhm. de d'abord, faire des sous. Ceux qui partent vraiment en mode, full startup nation, ça m'a toujours un Ah peu ouais, étonné, moi. ouais, c'est de toute façon, si C'est tu vois qu'il y en a beaucoup qui flopent, au final. Mhm. pas la grosse majorité d'ailleurs. Ouais, voilà. Parce Donc le qu'ils conseil que je veulent, donnerais, ouais, c'est ça. ouais, ouais, c'est un bon conseil et oui, parce que c'est vrai que tu en as plusieurs qui vont enfin, ouais, partir sur un truc qui marche déjà, en effet, c'est tu assuré, en tout cas, que ça puisse faire de l'argent. Le seul prérequis, par contre, c'est d'essayer de faire mieux ou en tout cas de mieux Voilà. communiquer pour, Ah OK. si, Ouais. bah tiens, un autre conseil qui va avec, je dirais de pas aller dans des niches ou des secteurs où il y a pas beaucoup de vaut mieux prendre 1 de 1 000 000 que 100 de 2 000, tu vois? D'aller dans des secteurs où il y a de l'argent. Ouais. Donc, ouais, d'ailleurs, ça, dans notre monde de l'édition de site, on le voit, hein, la plupart du temps, peut-être certains qui s'étaient lancés à l'époque, sur des MFA, mais sur des petits produits qui, au final, sont très, très, très nichés. Bah, c'est cool parce que tu peux ranker rapidement sur plein de sujets. Tu peux être, le roi de la niche, on va dire, mais ça se trouve, Mmh. là, il y a un plafond qui est peut-être, comme tu disais, à 2 000 balles par mois, en fait, en commission. Mhm. Et à part si c'est une niche qui devient de plus en plus grosse, qui a un gros potentiel pour grossir, mais si c'est pas le cas, par contre, tu vraiment roulé. Bah, Enfin, ouais, t'es ouais. roulé. Non, c'est pas t'es pas roulé, quoi, mais Bah, c'est c'est surtout pas que si malheureusement il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans ce cas-là, tu t'arrêtes tes études ou tu te changes de taf, tu te lances un site et tu es dans la mauvaise niche, bah, parfois ça peut te décourager et au final tu abandonnes bêtement. Alors qu'au final tout était bon, tu étais bon, mais c'est juste un problème de mots-clés ou de niche, quoi. ouais. Et Ouais, ça, je suppose, c'est pareil aussi, sur n'importe quel domaine, que ça soit, du TikTok, de l'influenceur, des trucs comme ça. Si tu influenceur sur, je sais pas moi, des gens qui fabriquent des cadres pour des tableaux, bon, on peut enfin, je dis ça, je connais pas la niche, mais c'est sans doute, un truc qui est un peu capé, quoi, à un moment. OK. Arthur? Bah écoute, moi je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Anto, ça fait partie des points que j'avais notés. C'est vraiment, et je pense que c'est important, bon, les gens qui connaissent Wizards Podcast le savent, on est vraiment transparent dans ce qu'on partage. Et c'est important de comprendre si vous êtes par exemple aujourd'hui sur le point de monter un business ou que vous vous dites, bah moi de toute façon, vous êtes un peu plus jeune que nous et vous dites de toute façon, moi je me vois entreprendre. Alors, c'est déjà, je pense, c'est important de comprendre que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et de deux, que en effet, entreprendre, c'est vraiment pas facile. Enfin, c'est pas la solution de facilité où on se dit, bah du coup, on esquive ce qu'on nous met sous le nez depuis des années avec le schéma standard du CDI. On est embauché, on fait sa petite carrière, même si aujourd'hui, même dans ce schéma-là, les gens changent régulièrement de métier, changent d'activité, changent de truc. C'est vraiment pas facile. Et moi, je vais partager quelque chose qu'on a déjà partagé dans ce podcast, c'est ce qui nous concerne à peu près tous, les solopreneurs ou entrepreneurs. C'est ce que j'appelle les up and down. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le business où vous allez être très motivé, très actif, très performante. Voilà, vous allez vraiment produire beaucoup. Et donc, généralement, en tout cas, vos résultats seront aussi adaptés au travail que vous allez fournir à ce moment-là. Et vous n'allez pas nécessairement ressentir les choses comme du travail à ce moment-là. Là, par exemple, on a eu un été avec les Wizards assez actif où on a travaillé justement sur une grosse formation donc qui fera l'objet d'un futur lancement et où d'ailleurs vous avez encore une fois en description la formation gratuite qu'on a aussi bossé cet été. Et moi, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place pour moi cet été. J'ai bossé sur vraiment beaucoup de choses. Et là, pour le coup, parallèlement à ce qui se passe cet été, on est début septembre et je suis dans un méga down. Mais genre vraiment le down énervé où j'ai plus la motivation la motivation de ne rien faire. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est un peu moi qui fonctionne comme ça. Et en fait, on en avait déjà parlé dans un podcast et il y a beaucoup de gens qui étaient revenus vers nous et qui partageaient aussi ce sentiment-là.
Et c'est difficile de rester. C'est même pas une question de motivation, d'organisation et tout. C'est vraiment, c'est difficile de passer outre ces périodes-là. Là, pour le coup, après, elles ont des raisons. Une période de down arrive rarement toute seule. Moi, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de monter une boîte, une SAS, et que j'ai mandaté un prestataire pour l'immatriculation de la boîte. Le truc qui, en général, est assez simple. Résultat, je me retrouve à payer 1300 balles pour ça. Bon, ça, c'est moi qui l'ai décidé. Hein. J'ai signé le truc et j'avais bien conscience au moment où j'ai signé que c'était cher. Mais au-delà même du fait que c'est cher, le prestataire en question a fait une erreur dans le dossier. Donc, j'ai une réponse du greffe qui me dit que ma boîte ne peut pas être immatriculée. Et donc tout ça est reculé alors que j'ai des lancements prévus que j'avais des lancements prévus début septembre. Enfin, ça met une merde pas possible dans mon business et tout l'été que je viens de passer à charbonner comme un connard, j'ai l'impression que c'est pas jeté à l'eau, mais qui en tout cas, je me prends un gros mur arrivé à la rentrée parce que j'ai une couille là-dessus. Et en fait, le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un cas isolé, quoi. Ça, c'est des trucs, ça nous arrive. Là, c'est ce truc-là en particulier. Mais des couilles, je les compte même plus sur les doigts d'une main. On en a eu des tonnes, que ça soit au sein de notre ancienne boîte en commun avec Franck. Je suis persuadé qu'Anto en a eu énormément aussi. En fait, ça fait vraiment Voilà, il y a le portage qui a fermé, par exemple, tu vois. Par exemple. Enfin, qui s'est pris la liquidation, ça a affecté beaucoup. Et ça arrive tout le temps, en fait. Et ça, Voilà. et je pense qu'en effet, même si les problématiques sont sans doute très différentes dans un schéma où on est embauché en CDI, où on travaille pour quelqu'un, c'est un fait pour le coup que les choses sont plus légères, je pense, quand on a... c'est moins anxiogène, moins stressant, je pense, quand même. Alors évidemment, il doit y avoir des cas où c'est un peu le contraire et où ça doit être encore plus stressant, encore plus anxiogène. Mais voilà, je pense que c'est important de bien comprendre ça pour complémenter, parce que finalement on dit un peu la même chose avec Anto, mais c'est pas simple. Donc à la fois c'est pas simple, à la fois c'est génial. Quand c'est son truc, je pense que tous les trois ici, on est tous les trois des passionnés par ce qu'on fait, par ce qu'on entreprend, et que c'est un vrai kiff, quoi. Pour rien au monde, je ferai autre chose. Donc je vous dis pas de ne pas le faire, mais je vous dis d'avoir conscience que le chemin sera parsemé d'embûches qui sont des fois franchement très casse-couilles à encaisser. D'ailleurs, je rajoute juste, si vous le faites que pour l'argent, objectivement, enfin, surtout dans l'édition de site, quand tu es tout seul et tout, si tu trouves un bon CDI dans des bonnes boîtes, etc., tu peux avoir le même salaire, voire plus en CDI, sans te faire chier et sans tous ces problèmes-là. Je veux dire, surtout dans mon métier. Après, il faut être câblé pour, etc. Mais je veux dire, si tu le fais uniquement pour l'argent d'entreprendre, je pense, sur de l'édition de site, voilà. Bah, à part si ton mental, enfin, en gros, si ta passion c'est l'argent et que qu'importe la méthode pour y arriver, ça marche, je pense que c'est, tu vois, parce que là tu dis si ton but c'est juste de faire de l'argent, je pense que c'est dur quand même d'aller décrocher un CDI où tu vas gagner 8 Ah non, ou non, 10 000 balles ou mais quand je 15 veux 000 dire, balles par mois. ouais, si, ouais, non, mais c'est pour être plus dans c'est pas trop, ouais, je me suis Après, mal exprimé. c'est Même sûr que moi. si c'est pour être capé à 2000 balles, te dire, Voilà, oh, c'est ce bah que moi, je voulais dire. Genre, si tu fais juste de l'édition de site, tu tournes à 2-3 000, en vrai, Mais c'est rapport possible risque-temps. c'est possible d'être passionné par l'argent, juste? Vous connaissez des gens passionnés par l'argent bah ouais. D'ailleurs, j'ai écouté Ouais, un plein, ouais. podcast il y a pas longtemps où le mec, Les mecs, ils font c'était, que pour l'argent. Hein. ouais, il le disait, il disait, moi, ce que j'aime, c'est gagner de l'argent. Mais je peux Bah ouais. comprendre en vrai. Ouais, mais ça, je pense qu'on l'aime tous. Après, il y a une nuance entre... En effet, quand t'es entrepreneur, si t'aimes pas gagner d'argent, bon, Non, mais là, il disait que c'était son objectif. Ouais. Il y avait pas de. Le but, c'était de gagner le plus d'argent, un peu qu'importe la méthode, sans dire d'aller vendre des armes et de la cocaïne, mais c'était. Ouais, genre, par exemple, dans le cas de. On fait pas de vente de liens parce que ça nous gave, tu vois. Mais entre prendre 10 000 genre en vente de liens et faire 3 000 avec de la R&D et des choses que tu kiffes, moi, je peux faire 3 000 et kiffer que faire 10 000 balles à faire des copier-coller sur WordPress, quoi. Ouais, je sais bien. Ouais. C'est pour ça enfin, en tout cas, je sais qu'ici, c'est pas la première motivation, et je pense que c'était plus ou moins ce que tu étais en train de dire, Anto. Et moi, perso, j'ai du mal à voir comment l'argent peut être un vrai moteur sur le long terme, sain, et qui... Enfin, tu vois, Ah, peut-être pas sur le long terme. Je vais pas Mais- dire les prénoms, mais je pense que vous allez vous... Ah non, je peux pas.
Bon, c'est Ah pas non, grave. mais Ils Je sont pense, deux, je ils pense sont que deux, j'ai ils sont compris deux quand même. Ouais, associés, voilà. deux associés qui font beaucoup d'éditions de sites. Ils sont passionnés que par l'argent. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, bah, il y a des gens. Moi, ça me choque pas que tu puisses être passionné par l'argent. Et souvent, tu auras peut-être d'ailleurs un truc où au début, tu vas être passionné par l'argent. Et peut-être au fil du temps, c'est quelque chose qui va qui te passera un petit peu au-dessus. Et tu te diras, en fait, quand tu as de l'argent, après, c'est pas toujours que tu gardes cette passion de l'argent. Je pense Mhm. qu'après, tu te dis, ouais, mais en fait, ce que je kiffe, par exemple, j'ai fait 4 business différents. Il y en a un qui me rapporte 20% d'argent en moins, mais c'est celui que je préfère. Bah, je préfère m'asseoir sur 20% et faire un truc que j'aime bien. Je pense que c'est un peu notre cas. D'ailleurs, nous, on teste plein de business, des business où on se rend compte qu'ils peuvent être très rentables, mais au final, on se dit, ouais, en fait, pas trop mon truc, quoi. Donc c'est bien, c'était bien d'avoir essayé, et puis je vais repasser à ce que je sais faire ou ce que je préfère. Mhm. Mais ouais, moi, honnêtement, que des gens puissent dire, moi, je suis passionné par l'argent, ça me choque pas plus que ça. Et Ça me je pense choque que pas non plus, mais c'est c'est juste même que je pas, vois à pas mon comment avis, ça peut être viable. bah, je pense que c'est même pas une histoire d'être passionné par l'argent, c'est peut-être d'être passionné par le fait d'avoir une position sociale, par exemple, supérieure. Tu Ouais, vois, ils veulent le lifestyle. C'est clairement voilà, ça. exactement. Pour ceux qui veulent, qui recherchent le lifestyle, bah, de se dire, moi, je vise un business où je vais prendre entre 50 et 100 k par mois, parce que, ou peut-être même tout simplement 10, 15, ou même 8000 balles par mois. En fait, tu es à 8000 balles par mois, tu es déjà au-dessus de beaucoup de gens. Et en fait, ça peut être suffisant pour se dire, bah, voilà, moi j'ai atteint un truc dont je suis content de pouvoir aller claquer une bouteille en boîte et tout. Nous, ça nous passe un peu au-dessus, ce genre de délire, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui kiffent ça. Mhm. Ok. Franck, Euh, Moi, je m'étais mis un truc, et ça, pareil, c'est peut-être plus pour les débutants, mais je vois souvent des gens en fait qui réfléchissent à la compta ou à la structure d'une boîte ou qui se prennent la tête sur le montage d'une boîte avant même d'avoir fait 1 euro sur Internet, par exemple. Et d'ailleurs, je dis sur Internet, mais pas forcément que sur Internet, hein. En gros, de vouloir, et ça, je m'en rappelle quand j'étais à l'école, il y en a qui voulaient lancer justement des projets start-up, des trucs comme ça. Ils étaient déjà en train de réfléchir à des trucs de zinzin sur des optimisations fiscales qu'ils allaient faire, où est-ce qu'ils allaient aller chercher des financements et tout. Alors, à la limite, la recherche de financement, c'est encore un point à part. Mais qui réfléchissaient déjà à des trucs juridiques, comptables, ultra poussés. mhm. Et en fait, leur projet, de toute façon, de base, il était bancal et, et ils avaient même pas fait de MVP ou quoi que ce soit pour juste valider qu'il y avait un marché. Et en fait, tu as des gens qui sont capables de passer 3 mois sur réfléchir, genre faire un business plan, mais genre un business plan, pas un petit business plan comme ça. Faire le plus gros business plan que tu puisses, aller interroger des gens et tout, franchement, c'est peut-être très bien. En fait, la plupart du temps, c'est prise de tête pour pas grand-chose. Et vaut mieux un peu se lancer tête dans le guidon, de se dire, ah ouais, il y aurait moyen que ça marche. Peut-être que si je faisais un business plan, ça pourrait être mieux. Et plutôt dans ce sens-là, je pense que c'est une bonne chose. Et ça, c'est marrant parce que je le vois encore sur Twitter. D'ailleurs, j'ai vu un tweet il y a pas longtemps qui disait ça, où il y en a un qui parlait de ça et qui disait, il y a des gens, ils ont pas fait 1 euro encore. Et ils sont déjà en train de réfléchir à quelle structure ils vont faire, comment ils vont recruter des gens et tout. En fait, commence par mettre les mains dans le cambouis, fais 100, 200, même 1000 balles sans les avoir Mhm. déclarées, juste tu les cash out pas, donc en fait, t'as pas de souci, tu vois. Je vais prendre l'exemple de TikTok. Avant même de se dire quel type de boîte je vais monter pour faire mon TikTok, pour gagner de l'argent avec TikTok, bah, lance des comptes TikTok, essaye déjà sur la plateforme TikTok d'avoir gagné un peu d'argent, et là tu te diras, bon, je vais monter une petite AE vite fait, en 3 semaines c'est fait, enfin, la création c'est rapide, et après le temps de recevoir les papiers et tout, ça prend peut-être un peu plus de temps, ou alors si vraiment tu te dis, bon, j'ai envie de partir fort et que tu vas monter ta boîte et tout, bon, tu te rapproches d'un comptable ou un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, parallèlement, parce que moi je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, parce que pareil, à mes débuts, j'ai été confronté à ça. Pour le coup, j'avais déjà une activité qui fonctionnait. Je dépassais les seuils de l'auto-entreprise, parce que c'est vrai qu'au tout début, franchement, pour le coup, en France, le statut d'auto-entrepreneur,
ou d'entreprise individuelle, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, Bon, je crois que c'est clairement un statut plutôt chouette. Et surtout qu'au Ah, c'est début, trop bien, ouais. vous avez le droit à un truc qui s'appelle l'ACRE, si c'est la première expérience entrepreneuriale que vous avez, qui vous permet de payer encore moins de taxes, quoi, grosso modo, si je dis pas de bêtises. Donc, Tu payes moins d'URSSAF. Voilà, moins d'URSSAF. T'es à 10% la première année. Donc c'est franchement, si là aujourd'hui vous êtes débutant et avant de justement de subir des choses un peu plus lourdement, parce que la France est plutôt chouette pour les entreprises individuelles, mais parallèlement ça fait partie des trucs que je voulais dire, mais je vais déjà rebondir sur ce que tu viens de dire là, Franck. Moi au tout début du coup j'avais une activité qui marchait bien et je suis allé voir des avocats. Et ils m'ont donné un premier rendez-vous pour essayer de comprendre ce que je faisais, de mettre des statuts sur les trucs. Et en fait, quand vous bossez sur le web, ça peut arriver que c'est parfois compliqué et vous vous dites, mais mon Dieu, mais dans quel bourbier Ouais, alors, administratif attends, je suis, je vais remettre les choses dans le contexte. T'es allé voir KPMG. Non, pas du tout. Absolument pas. Ça, t'étais allé voir des c'était gros... à Malte. Mais non, mais t'étais allé voir un gros cabinet comptable, un truc comme ça, qui était à l'ouest. Un cabinet comptable classique qui avait dans ma petite ville en province, quoi. Non, ça n'avait rien à voir avec KPMG, que je suis allé voir plus tard quand on est arrivé à Malte avec Jordan. Là, on avait fait monter la boîte avec KPMG. Au début, c'était juste le bordel. Alors, je vous dis pas que ça sera le bordel pour vous aussi, mais en tout cas, je comprends que, sans parler du fait, une fois que vous avez un business qui roule à peu près, ça peut vite être le bourbier et vous dire wow, dans quoi je suis en train de m'embarquer. Et en fait, des fois, on se dit en fait, je suis en train de m'embarquer dans un truc qui est tellement lourd, entre guillemets, que finalement, je préfère limite arrêter ce que je suis en train de faire plutôt que de m'embarquer là-dedans. Et en fait, moi, je peux comprendre que ça, parce que je suis le premier à avoir, à plusieurs reprises, ça c'est pas arrivé qu'une seule fois, à avoir eu ce type de raisonnement. Et je trouve ça triste pour le coup, parce que même si l'auto-entreprise, c'est bien en France, je trouve ça triste parallèlement d'avoir à raisonner de cette manière-là de l'autre côté, quand les choses sont trop complexes par rapport à ce qu'elles devraient être vis-à-vis de business qui marche déjà. Et sur la partie justement auto-entreprise, donc on a cet avantage de l'auto-entreprise, entreprise individuelle qui est plus légère, plus accessible, mais parallèlement, c'est rarement quelque chose de viable sur le long terme, en tant que tel en tout cas. Parce qu'en France, ce qui est intéressant dans des périodes en tout cas où l'immobilier est un peu plus... dans un meilleur état qu'aujourd'hui et surtout le système bancaire, c'est de pouvoir faire du levier, donc de pouvoir emprunter, de pouvoir... ça, c'est des choses importantes, c'est des choses intéressantes. Et en auto-entreprise, c'est compliqué. C'est pas impossible, c'est franchement plus compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Et comme je viens de le dire, de l'autre côté, l'autre option, c'est justement monter une SAS, monter une URL, monter une vraie boîte. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus, c'est tout de suite beaucoup plus lourd administrativement et beaucoup plus taxé aussi, forcément. Voilà, Ah, mais c'était pour reprendre plutôt... moi, je parlais plutôt des gens qui débutent, tu vois, qui ont même pas fait 100 balles. Ouais, mais ça peut aller vite en réalité. Hors édition, je veux dire, demain, c'est vrai, ça peut. Moi, c'est aller vite, hein, par exemple. Quand ça va pas vite pour tout le monde, mais moi, entre le moment où j'ai mis les pieds dans le business et le moment où je gagnais plus qu'une auto-entreprise, il a dû se passer, je sais pas, 4-5 mois, max. Donc c'est allé particulièrement vite peut-être, mais n'empêche que j'étais vite confronté à ça. Et quand tu débutes justement, je suis désolé, je trouve que tout le système est très lourd. Et peut être très... Enfin, moi, ça m'a bloqué, quoi. Et en fait, en l'occurrence, je suis parti à Malte. Du coup, c'est quoi la réponse à ça? Parce que du coup, là, s'il y a quelqu'un qui est un débutant qui a encore fait 0 thune, au final, il se lance jamais parce que c'est trop dur. Si, il faut se lancer. La question, c'est pas de savoir est-ce que je dois me lancer, pas me lancer. S'il a envie de se lancer, il faut qu'il se lance. Il faut juste qu'il sache qu'aujourd'hui, il y a d'un côté le statut d'auto-entreprise, entreprise individuelle. Au milieu, c'est ce que fait Anto. Il y a le portage salarial aussi qui existe. Et ça serait peut-être bien d'ailleurs que vous en parliez un petit peu, vous qui avez expérimenté ça. Et de l'autre côté, on a la boîte. Et en fait, il y a pas vraiment de juste milieu. C'est soit c'est assez accessible, mais c'est un statut un peu bâtard parce qu'on n'est pas du tout, par exemple, considéré comme quelqu'un
en CDI qui aura plus de facilité à emprunter, et même au-delà d'emprunter, à louer un appart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est dans un stade Ouais. où vous montez votre auto-entreprise, vous pouvez même pas louer un putain d'appart si vous n'avez pas 3 ans de bilan et tout. C'est du délire En absolu. soi, dans une vraie boîte, t'es baisé aussi, il faut 3 ans de bilan. Donc, Oui, si non, tu mais startes- dans une vraie boîte, tu t'embauches toi-même. Enfin, c'est comme le portage, Ouais, quoi. ouais. Je veux dire, même Ouais, si mais sur dans le ce cas-là, papier... faut gagner beaucoup. Oui, bien sûr aussi, ouais. En fait, il est là, on tourne en rond, tu vois. C'est dans une vraie boîte où toi-même tu t'emploies, si tu Non, veux je suis avoir un d'accord. 1500 balles de salaire, c'est-à-dire que tu dois te sortir au moins 3000 de CA par mois. Ouais, et encore. Hein. Et encore, De et bénéf. derrière ça, de bénéf. Et derrière ça, tu te tapes les frais comptables, toutes les merdes que tu es H24 en train de payer, parce que la réalité, c'est que quand tu as ta boîte, tu reçois des trucs à payer en boucle, quoi. Du coup, c'est toujours compliqué. Moi, honnêtement, le format AE, pour commencer, je le trouve, je trouve Il n'y a du pas pain mieux. béni. Moi, Ce Il y a serait pas bien. mieux. Hein, et après, Après, soit par tu contre, passes faut sur une vite vraie réagir, boîte, ouais. il faut pas soit avoir de tu charge, passes sur par autre- contre. C'est ouais, aussi un ou soit fait. tu Hein. passes sur. Ouais, c'est Non, vrai. tu peux avoir des charges avec l'AE des artisans, tu peux, c'est suivant ce que tu fais. Donc, Mais un mec qui fait du média buy, il peut avoir Ah des bah non, il charges. est mort. Il est carotte. Voilà, Allez, il est fini, c'est... je, je trouve que si tu te lances dans le media buy, il vaut mieux commencer et faire du media buy au début pour juste valider que tu es bon à ça. Et quand tu Ah commences ouais, à voilà. gagner un peu de sous, bah là, évidemment, tu vas vite passer sur une boîte. Mais ça serait débile, je trouve, de dès le début, avant Non, je suis même d'accord. d'avoir essayé le business, de dire vas-y, je monte une boîte. Mhm. C'est le meilleur moyen pour juste payer un cabinet comptable 1500 ou 2000 balles, plus lui payer tes premiers mois où tu travailles 100 ou 200 balles par mois, voire plus, pour qu'à la fin, tu te rendes compte que tu n'as pas réussi à faire 5000 balles de chiffre d'affaires. Je suis complètement d'accord. Moi, le seul truc sur lequel je veux appuyer, c'est vraiment le côté où, si aujourd'hui vous n'êtes pas animé par le feu de l'entrepreneuriat, mais j'en fais un peu des caisses, mais vraiment, il faut que vous sentiez que c'est votre truc. Parce que si vous ne sentez pas que c'est votre truc à 300%, aujourd'hui, faut bien comprendre que c'est... Quoi qu'il arrive, le chemin est particulièrement complexe. Ah ouais, c'est clair. Faut vraiment je veux dire, kiffer. Faut franchement, vraiment kiffer. faut aimer ça, quoi. Vraiment. Hein. C'est Quand voilà. tu vois des mecs en CDI qui ont des postes et qui prennent des gros sous, en vrai, si t'es pas animé comme tu dis, autant rester en CDI et prendre des gros sous. Alors, t'es passionné de SEO, mais t'es pas nécessairement attaché à être à ton compte et que t'as pas de problème avec la hiérarchie. Va faire carrière dans une agence, tu vois, Clairement. enfin, ça sera tellement plus simple, quoi, en fait. Hein. Vraiment, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Hein. Ouais, et puis le meilleur combo, enfin je l'ai toujours dit à pas mal de monde, si tu peux très bien faire SEO dans une agence et tout, à côté tu montes une AE qui est pas fiscalisée, tu fais de l'édition à côté, t'es 1000 fois plus riche qu'un mec en solo. Ouais, clairement. C'est... Clairement. Donc c'est juste, mais on est d'accord, hein, Franck, hein, sur le fait que ça sert à rien d'aller se casser la tête dès le départ. Et c'est en effet un énorme frein pour beaucoup de gens. Anto. Et juste pour rebondir, si les gens sont intéressés par le portage, il y a un CDI qui est pas mal maintenant. Voilà. D'ailleurs, tu veux peut-être. Comme j'ai cherché Ouais, pendant c'est 3000 vrai ans. qu'il faudrait qu'on explique ce que c'est que le partage. Donc vas-y, Anto, régale-nous. Bah, le portage, c'est tout simplement, tu factures au nom de la société du portage. En fait, tu es en CDI chez eux et ils te reversent ce que tu as facturé contre un pourcentage. Enfin, sur Webportage, ils prenaient 5%, mais comme ils ont coulé, maintenant, un CDI, c'est un forfait fixe. Je crois que c'est 97 € par mois. La première offre est 130 € la deuxième offre. Et ça vous permet d'être en CDI, de ne pas avoir de problème de chiffre d'affaires, etc. Donc, pour moi, je trouve que, c'est pour ça que j'ai jamais créé de structure. Je trouve que le portage, dans mon cas à moi, est vraiment intéressant. Parce que ça permet d'avoir des prêts pour la banque. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est une très très bonne alternative, je trouve, en France. C'est Par une, contre, il faut pas c'est une avoir alternative beaucoup de frais. légère, quoi. Ouais. En gros, dans le sens où tu te dégages justement de tout Ouais, il y a l'administratif. zéro administratif. Tu reçois ta fiche de paye comme un salarié. Il y a zéro. Moi qui suis anti-administratif, là, j'ai absolument rien à faire. Et tout est propre, tout est nickel, quoi. Après, je précise parce que du coup, vu que vous êtes en CDI, vous payez vous-même les charges et tout ça comme si. Ouais, ça coûte cher par contre. Ça coûte assez cher. En fait, c'est comme si vous étiez salarié d'une boîte dans laquelle vous apportez les affaires et vous apportez le chiffre d'affaires. Et du coup, la boîte, en gros, imaginons, vous avez gagné 3000 € ce mois-ci, vous avez facturé
au nom d'un CDI 3 000 euros et ils savent, du coup, Anthony a un solde de 3 000 euros. Et ben ce mois-ci, s'il veut prendre 1 500 euros de salaire net, eh bien, ça va lui passer les 3 000 euros. Je vous fais en gros, hein, parce que voilà, parce que vous allez payer à la fois les charges patronales, les charges salariales, la mutuelle, les trucs comme ça. Et donc, vous allez payer tout ça. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une entreprise, puisque le salaire que vous avez touché, c'est comme si vous étiez salarié de votre propre entreprise. Sauf que tout ce qui est compta et tous ces trucs-là, ça saute un peu. C'est pas votre problème, quoi. Ouais, il y a pas C'est toutes ces déclarations de TVA si vous travaillez par exemple avec des régies, tous ces trucs, quand même ça vous enlève pas mal de problèmes. Enfin dans c'est mon cas, ça. ça m'enlève pas mal de merde. Et petit point fort aussi, c'est que, imaginons que vous êtes en France, que vous bossez avec des régies qui sont partout dans le monde, des trucs à Hong Kong, des trucs aux Seychelles et Mmh. des boîtes qui sont dans des pays un peu bizarres, on va dire, qui attirent assez rapidement l'œil de la fiscalité en France, quoi, des impôts. Si vous avez la majorité de vos gains qui viennent de plateformes où vous payez pas la TVA ou des trucs comme ça va être bizarre. Ça fait genre fraudeur. Alors que chez un portage salarial, par exemple, c'est tellement noyé dans la masse de tout ce qu'ils gagnent et de tous les gens en fait qui déclarent chez eux que jamais ils se prendront un contrôle sur un truc comme Et ça. même s'ils le prennent, c'est pas ton problème en fait. Et C'est même c'est s'ils ça le qui est prennent, bien. d'ailleurs, c'est pas ton problème, ouais, c'est vrai. C'est facturé à leur nom, il y a pas de problème plus que ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment si vous aimez pas l'administratif et vous voulez avoir 0 problème, meilleure alternative. Il y a pas mieux. Ouais, Ouais. ça résume plutôt bien. C'est juste par contre, tu peux pas optimiser ta fiscalité et cetera, mais Mmh. moi je trouve par rapport aux problèmes que tu peux avoir en France, ça les vaut. Voilà. Après c'est Après, personnel. tu peux pas prendre de dividendes, tu peux pas prendre de trucs comme ça. Voilà. En fait, tu aucune optimisation. Tu peux passer des frais, mais c'est juste que tu vas. C'est pas comme dans une boîte où si tu passes 1 000 euros de frais, ça les fait sauter de. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, c'est déduit de ce que vous allez payer en impôts société à la fin de l'année. Là, quand tu passes des frais, je crois que c'est juste qu'ils te les remboursent. Ouais, c'est Euh, comme des notes de frais, déjà tu as c'est la comme des TVA notes de dessus, frais. c'est payé pas Ouais. hors taxe, donc voilà. Mais en vrai, ça dépend de votre activité, mais ça peut être une bonne alternative selon les cas, donc voilà. Ouais. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être une bonne solution, ouais. Et d'ailleurs, Webportage, avant que ça coule, énormément de gens qu'on connaît, de SEO ou autres youtubeurs, etc., étaient sur Webportage. Il s'avère que ils ont peut-être fait un peu des magouilles et voilà, mais ok. Ok. Anto, tu voulais parler d'un point en particulier dans tes notes? Pareil, c'est un truc qu'on avait dit en podcast, pour sur le networking, mais faire un maximum d'événements et rejoindre des groupes. Vraiment le truc le plus important dès le début, c'est vraiment ça, quoi. N'ayez pas peur de s'entourer Mm. et de rencontrer du monde. Bah, le plus important, c'est de rejoindre le Discord des Wizards qui est en description, je dirais. Voilà, par exemple. C'est Non, vrai, mais en ça. vrai, c'est quand même important. Ouais, c'est important. Après, je pense par contre qu'il faut faire gaffe aussi Mm. à la surconsommation par exemple, de Discord. D'être sur 8 Discord différents, de tous les lire toute la journée, et en fait, ça te bouffe un temps fou, hein. Et Ouais. c'est cool parce que ça peut permettre de débloquer des situations, ça peut permettre d'apprendre des nouveaux biz, ça peut apprendre plein de trucs, de rencontrer des gens et tout ça, de discuter avec des gens qui peuvent apporter quelque chose. Mais à côté de ça, je pense, moi, je serais capable de passer toute ma journée entre Discord et Twitter et Telegram et lire des trucs toute la journée et d'avoir littéralement produit 0 truc. Et je pense qu'il faut quand même faire un peu la balance entre tout ça. Ouais, carrément. Moi, je voulais parler un petit peu de l'expatriation aussi, parce que ça peut aussi vite être enfin, on peut très vite se dire, en gros, ouais, justement, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je me suis confronté à toutes les difficultés, en fait, la solution, c'était l'expatriation. Donc, on s'est expatrié, c'est pas un secret, on en a déjà beaucoup parlé aussi sur le podcast. On a eu une boîte avec 3 autres associés, dont Franck. Donc, il n'y avait pas Anto, mais voilà, on a eu une boîte à Malte pendant 4 ans. Et en fait, pareil, dans le même genre, l'objectif, c'est absolument pas de vous faire peur, mais c'est de vous faire comprendre que les choses ne sont pas toutes roses.
Bien au contraire. Et je vais vous donner un exemple. Donc, déjà, monter la première étape quand vous arrivez à l'étranger, peu importe le pays où vous vous expatriez, ça va être de faire toutes les démarches administratives pour ouvrir un compte en banque dans le pays où vous arrivez, obtenir la carte de séjour, donc la carte de résident, parce qu'il faut pouvoir prouver que vous êtes même pas fiscalement, mais si vous êtes résident fiscal à un endroit, c'est que vous y vivez plus de 6 mois et 1 jour par an. Donc vous avez plein de choses comme ça qui vont arriver, qui vont rentrer. Donc tout ça, ça fait des frais. Au-delà de faire des frais, faut s'assurer de tomber sur les bonnes personnes dès le début, en sachant qu'il y a des gens dont c'est le business de faire venir des expats, etc. Donc à savoir, est-ce que ces gens-là sont sérieux, est-ce qu'ils font bien leur travail, est-ce que machin. Mais même au-delà de ça, avec un peu de recul aujourd'hui, honnêtement, là, avec toutes les couilles, alors pour le coup, je pense que ni Franck ni moi regrettons l'expatriation, c'était une super expérience, c'était très bien et voilà, pas de regrets. Par contre, moi par exemple, je me suis fait fermer des comptes en banque du jour au lendemain. Sans trop d'explications, donc des comptes en banque à l'étranger, ça a été une galère pas possible de les ouvrir. On s'est fait escroquer et on se fait toujours escroquer par notre comptable là-bas. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas roses en fait. Encore une fois, ça vient avec plein de difficultés, plein de trucs. Et il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que vraiment, si vous vous expatriez, c'est sûr qu'il y a ça plein d'avantages, je n'en doutais pas. Mais il y a aussi des inconvénients. Et je pense qu'il faut en être conscient et pas voir ça comme une espèce de solution miracle, en fait. Parce que ça va dépendre de où vous en êtes aujourd'hui dans votre business, du type de business que vous faites, de plein de choses. Je pense que, je sais pas, peut-être Franck, tu peux aussi donner ton point de vue là-dessus, parce que peut-être qu'il est pas pareil ou... Bah, c'est plus compliqué, tu es dans des langues étrangères et tout ça. Après, le cas des banques, bah, c'est juste qu'ils sont relous et qu'ils demandent des KYC, des trucs comme ça. Enfin, je suppose que si on fait les choses bien et tout, normalement, il n'y a pas de problème, tu vois. Enfin, après, ton cas, peut-être si tu veux, on en parlera en off après, mais je pense que c'est un cas à part. Je sais pas, moi, la fermeture du compte maltais, par exemple, c'était pas une question de KYC, quoi. C'était en mode, il était un peu trop inactif, boum, Ah ouais, lettre de clôture. Enfin, tu vois, c'est normal. Eux, ils prennent des sécurités sur ce genre de truc, tu vois. Ma copine a voyagé, avait un compte dans un autre pays qui est un pays normal, quoi. Enfin, pas un pays justement de gens digital nomades, je sais pas quoi. Elle se les fait fermer aussi au bout d'un moment. En fait, si pendant quelques années, tu as 0 mouvement sur un compte, ils le ferment. Et normalement, ils te contactent avant. C'est juste qu'il faut faire les choses carrées tout le temps, tu vois. C'est juste que je pense qu'il faut être plus carré qu'en France. C'est-à-dire Ouais, que c'est dès que tu changes d'adresse, faut les prévenir. J'ai changé d'adresse, surtout c'est quand ça t'es ma dans nouvelle adresse. quand t'es dans des pays un peu paradis fiscaux, etc. Parce Bah qu'ils ouais, savent c'est très bien ça. qu'il y a full blanchiment, donc ils savent pas qui c'est derrière. C'est ça. Et oui, par contre, on a eu des cas quand on était à Malte d'amis qui se sont fait figer leur compte parce que toute la banque était sous contrôle de l'État et s'était rendu compte qu'il y avait énormément de blanchiment d'argent pour des Russes qui étaient là-bas. Et ils avaient figé tous les comptes qui ont été figés pendant des mois et des mois. Et ils vérifiaient chaque compte un par un pour vérifier s'ils servaient à faire du blanchiment. Et là, toi, quand tu es dans cette banque-là et que tu n'as rien fait, bah franchement, tu es un peu dégoûté, quoi. Et tu as tes sous qui sont figés. Et si c'était ton compte de ton entreprise sur lequel tu as toute ta trésorerie, bah bonne chance, hein. Parce que là, tu es un peu. Peut-être que tu as des recours où tu peux leur dire d'accélérer pour ton cas à toi, par exemple, parce que tu en as besoin, sinon ta boîte coule. Peut-être ils peuvent être compréhensifs là-dessus. Mais voilà, c'est le problème quand tu t'expatries dans ce genre de pays où. Pareil pour l'immobilier d'ailleurs, on n'en a pas parlé, on a acheté nos bureaux 2 ans après, le mec, le propriétaire qui avait l'étage du dessus, il a saccagé nos bureaux avec des travaux. Enfin, en fait, on n'est pas chez soi, donc tout est plus compliqué quand même. Même si on se fait entourer d'avocats, de machins, c'est pas la même chose. Et typiquement, ce mec-là, on a voulu lui faire un procès. Jusqu'au moment où on a compris qu'en fait, avec les 2 appels qu'il avait le droit de faire légalement et tout, le mec, il pouvait nous tenir pendant plus de 20 ans comme ça. Pendant 10. C'était 10 ans, mais ça, la réalité, c'est qu'en France, c'est la même chose. Hein. Ouais, bien sûr. Là où mais je bon, peux prendre le cas des châteaux forts en face de chez moi. le truc, Typiquement, ouais.
Ouais, c'est vrai ça. Mais Ah ouais. en vrai, l'action qu'il y a eu, il y a eu à Malte, je suis pas sûr que tu puisses enfin, que t'en aies tous les 15 jours en France, des trucs comme ça. Là, c'était un truc de ouf, Moi, quoi. j'ai eu un dégât des eaux chez moi. Ça aurait pu être bien pire si j'étais pas allé chez le voisin. Si j'avais été en vacances, je pense que je rentrais chez moi. Le plafond de ma cuisine, il était tombé, hein. Ah ouais, putain. Donc, en fait, c'est juste ça arrive partout. Et je vais te prendre le cas de ma belle-mère qui a un appart et qui, un jour, justement, elle n'était pas là pendant une semaine. Elle revient. Il y a eu un dégât des eaux chez elle. Et en fait, elle dort chez elle. Donc, déjà, elle voit qu'il y avait eu un premier dégât des eaux. Elle va voir les voisins qui l'envoient un peu chier. Donc, bon, elle commence. Elle est avocate, hein, je précise en plus de ça. Les voisins du dessus l'envoient chier. Elle commence à faire un peu contacter son assurance et tout ça. Elle dort dans son appart. La nuit, elle sent de l'eau qui lui tombe dessus. Il y a l'eau qui coule, qui rentre dans les trucs d'électricité partout et tout. Du coup, plein milieu de la nuit, elle prend un coup de panique, évidemment. Enfin, t'as de l'électricité et tout. Elle a fait sauter les plombs. Elle allait voir les voisins du dessus. Donc à 3 heures du mat et tout, en tapant sur la porte en disant il y a une inondation, quoi. Donc, et ils lui ont dit ah non, c'est pas nous et tout. Et genre, voilà. Et depuis, je crois qu'elle est en début de procès avec eux. Et ça date d'il y a quelques années. Et ça avance pas. Donc en fait, c'est la même merde partout. La seule différence, c'est que quand Hmm. t'es à Malte, t'as l'impression que vu que t'es pas dans ton pays d'origine, bah en plus de ça, t'as toujours peur que l'avocat, en fait, il connaisse le type parce que c'est son cousin et qu'il est de mèche et de trucs et tout ça. Bah non, en fait, c'est la réalité de la vie. Aujourd'hui, Anto, il peut en parler aussi. T'as un mec en face de chez lui qui commence à faire un château fort gigantesque. Qu'on n'a rien à foutre des lois, des PLU, des trucs comme ça, et le mec il est là, et pas de souci quoi. Et au final, ça fait combien de temps? Ça doit faire Bah, deux c'est ans, fini 3 là. ans? C'est fini et le Ouais, mais ils procès. l'ont démoli le bâtiment? Non, parce que ça passe au tribunal à Grenoble dans 2 ou 3 ans parce que c'est surchargé. Voilà. Donc Donc, voilà, et ça a commencé quand leurs travaux? Il y a 2 ans, je crois. 2019. Ouais, donc voilà. Donc, en fait, c'est la même merde partout. C'est Ouais. que tu sois à Malte ou que Parce que tu sois. 2019 plus les 3 ans du procès, on sera en 2026. Alors, ça a presque mis 10 ans, hein, t'es presque à Malte. C'est ça. Ça- Et encore, s'il C'est fait juste, c'est appel et la tout, ça fera réalité 10 du ans en fait. biz. Ouais, c'est ça. C'est juste, Ouais. voilà. On est dans des pays occidentaux où ça se règle pas à coup de pelle, comme dans certains pays où, à mon avis, ça peut pas arriver parce que tu te fais casser les genoux par toute la famille. Bah voilà. C'est c'est d'autres pays, quoi. Mais là, dans les trucs où tout est bien carré, légal, tout ça, bah même s'il y en a un qui fait de la merde, en fait, il a tellement le droit de se défendre pendant longtemps. Et même si à la fin, il sait qu'il va perdre, mais au final, nous, on a abandonné les procédures pour prendre le cas, nos cas à Malte. Si on était parti en procès, évidemment qu'on le gagnait à la fin. C'est juste qu'on voulait pas se mettre la rate au courbouillon pendant 10 ans Qu'est-ce que ça pour veut dire, ça? récupérer. Bah, Ce en mec qui gros, sort ces expressions, là, je comprends rien. c'est une petite expression d'ancien, mais bah, en gros, c'est Ça veut on dire voulait quoi, pas Anto? se, Attends, demande à Anto, il va nous expliquer. Ça veut dire la Je sais rate au pas du tout, courbouillon. mais c'était Ah sympa. bon, ça Je va. le on voulait ressortirai. pas se détruire la santé pour ça, quoi. On voulait pas se Ok, prendre la tête avec ça. ok. Mais voilà. Voilà pour nos retours d'expérience sur l'expatriation. Après, moi, l'expatriation, honnêtement, j'ai aucun. Je considère juste que t'es dans un autre domaine. Après, je pense qu'il faut s'expatrier quand t'as un peu d'argent. Ouais. Quand Ouais, tu fais 2000 balles par mois, t'expatrier, je suis pas ça sert sûr à que rien ce du soit tout. le meilleur Bah, move. tu peux aller en Thaïlande. Tu peux aller en Thaïlande, c'est vrai. Je pense que ça peut même être intéressant pour rencontrer des gens, peut-être faire évoluer son mindset, même si j'aime pas trop le terme mindset, mais faire évoluer sa façon de vouloir travailler, peut-être se dire, bah voilà, moi c'est le cadre de vie tout simplement que j'aime bien. Donc en fait, j'ai pas envie de, tu vois, il y a des gens, ils aiment bien être en France, avoir leurs amis, la famille et tout ça autour. Peut-être qu'il y en a qui en fait en ont rien à foutre. Et ce qu'ils aiment, c'est de pouvoir se dire, bah moi j'ai envie de bosser 5 heures le matin et l'après-midi aller à la plage. Tu vois, honnêtement, je ne juge pas, je trouve ça même plutôt cool qu'il y en ait qui apprécient ça. C'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on est obligé d'y rester, tu vois. Et t'as ce côté un peu en France d'ailleurs, moi, qui me fait péter un câble avec les gens qui lâchent des dingueries, genre oui, mais quand même, c'est grâce à la France, je sais pas, que t'as une éducation ou des trucs comme ça. Enfin, oui, mais ça veut pas pour autant dire que j'ai la corde au cou et que je suis obligé de rester en France
parce que je suis né ici, tu vois. Mes parents sont ici, ils m'ont fait naître ici, c'est pas forcément mon choix, tu vois. Et 20 ans après, si moi, ce que j'aime, c'est la bouffe asiatique et les plages, bah, si j'ai envie d'aller vivre en Thaïlande, j'y vais. Et la vie des gens là-dessus, enfin, j'ai jamais trop compris ce délire, mais globalement, c'est ça. Et l'expatriation, je pense que ça t'apprend aussi à voir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres trucs. Peut-être que ça peut remettre en question un peu tes envies et des trucs comme ça, tu vois. Moi, je suis allé en Thaïlande. En y étant, je me suis dit, ouais, je pourrais clairement vivre ici. Avoir mon petit scooter, là, un scooter qui doit coûter 1000 balles. J'avais mon petit casque sur la tête. J'allais faire du snorkeling tous les après-midi et j'étais content. Et vivre comme ça pendant plusieurs années, ça me gênerait pas. Et peut-être ça veut pas dire par contre qu'il n'y a pas un moment où je me dirais bah en fait j'ai besoin de retourner dans un pays genre la France, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, qu'importe, tu vois, un pays qui ressemble plus à là où je suis né au final. Voilà pour ce point là-dessus. Cette sagesse. Cette Grande sagesse. sagesse, ouais. Grande sagesse. La rate au courbouillon. On est La rate au parti. courbouillon. Alors, le prochain point, bah, vas-y, Anto, est-ce que c'est à toi de... Prochain point, j'ai mis faire un maximum de R&D, mais bon, c'est pas vraiment très intéressant. Mais se tenir informé au maximum des nouveautés, surtout sur Internet. Et voilà. Et un autre point que je rajoute, parce qu'il est assez court, pas avoir peur de faire du border. Quand je dis border, c'est pas... Non, mais Alors venant de toi, c'est marrant. pas illégal, tout en restant dans la légalité. Mais si tu as une offre, par exemple en affiliation, qui te paraît pas spécialement éthique au début et tout, en vrai, vas-y, prends l'argent et après fais autre chose. Voilà. Mais tout en restant dans la légalité, par contre. C'est pareil, c'est pour prendre des risques, faire de l'illégal pour prendre 1000 balles, faut être un peu full débile quand même. Ouais. Après ton histoire de R&D, je suis d'accord et pas d'accord en Mais même je temps. pense qu'il voulait dire veille, personnellement. Ah ouais, Veille. d'accord. Parce que R&D, je pense que tu peux t'engouffrer dans beaucoup de pertes de temps. Moi, c'est un peu ce que je vous ai dit à un moment sur l'IA, où je vous disais, je vous laisse faire les tests et quand je verrai ce qui marche, je le ferai. Bah, au final, c'est un peu ce que j'ai fait maintenant, quoi. Je vous ai laissé tester beaucoup d'outils et tout, et maintenant, au final, je profite des connaissances que vous avez eues pour récupérer, enfin, reprendre le train à un moment où j'étais pas là au début. Ouais, mais je pense par contre que c'est... on va reprendre le cas du SEO. Quelqu'un là qui devient éditeur, je pense qu'il a quand même besoin de faire ses armes, par exemple. Et faire ses armes, ça comprend de la R&D. Donc, même si je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas... Hein ? Quelle R&D ? Bah, par exemple, moi, je te prends mon exemple concret. Quand moi, j'ai fait un break, bon, les gens qui écoutent pas le podcast régulièrement le savent pas, les autres le savent, où j'ai fait pendant plus de 2 ans et demi, j'ai été streamer full-time, je jouais en gros... je jouais aux jeux vidéo à plein temps, j'avais une chaîne YouTube où je parlais de jeux vidéo, etc. etc. Donc j'ai coupé pendant 2 ans et demi toute la partie édition de site, toute la partie vraiment business, parce que qu'on se le dise, pour le coup, là, être créateur de contenu en jeux vidéo, il y en a qui en vivent bien, mais c'est un tout petit pourcentage, et je faisais partie de ce petit pourcentage où j'étais là à me sortir à peine mes 1300 balles par mois à tout péter de moyenne sur les 2 ans et demi où j'ai fait ça. Donc c'était un peu précaire. Quand je suis revenu dans le business, dans l'édition, chose que j'ai fait auparavant pendant plus de 6 ou 7 ans, enfin pendant un moment j'avais fait ça avant. Au moment où je me suis remis là-dedans, j'ai eu vraiment une période où il fallait que je me réactualise. C'est-à-dire que même si j'avais toujours l'expérience passée, les choses vont tellement vite, et ce qu'a dit Antoine à la base, le fait de faire de la veille en permanence, c'est extrêmement important dans des business, dans le make money en général, je pense, mais dans les business web, parce que tout va très vite et qu'il faut vite s'adapter et qu'on est beaucoup tributaire des algorithmes. Et donc, par conséquent, les algorithmes changent, et quand ça change, il faut changer avec eux vite. J'ai dû me remettre à la page, et me remettre à la page, je pense, ça a pris avant que je retrouve le niveau qui me satisfaisait et que je devais sans doute avoir avant de devenir créateur de contenu. Je sais pas, ça a dû me prendre 6 mois où en gros je lançais des sites en boucle
je faisais de la merde, genre je tentais des trucs, je testais beaucoup avec l'IA. Enfin, j'ai vraiment fait ce travail de R&D. Ok, ça marche, ça c'est de la merde, ça marche, ça marche moins, etc. Pour me réajuster, me dire ok, c'est bon, j'ai réacquéri l'expérience qui me permet d'être à niveau. Et je pense qu'un débutant, il doit un petit peu avoir ce côté R&D, même s'il va avoir peut-être des infos de l'extérieur qui vont lui permettre d'accélérer de manière considérable. Il faut qu'il fasse un peu ses armes, qu'il mange un peu quelques murs aussi, tu vois, parce que ça me paraît un peu compliqué d'arriver et de tout faire, de faire tout bien dès le début, quoi. Donc pour moi, c'est un peu ça que je vois comme de la R&D. C'est en gros finalement un petit peu d'expérience et les différents échecs auxquels tu vas pouvoir te confronter au début d'un biz, quoi. Ouais, ok. Après, tu penses que là, c'est parce que tu avais aussi cette volonté-là, parce qu'au final, tu prends un débutant qui prend, je vais prendre le cas de nous, de l'éditeur de site ou de TikTok par exemple, qui prend une recette qui marche. Genre, il prend une formation avec une recette où on lui dit, tu crées du contenu, tu fais des liens, tu utilises un site qui est plutôt rapide, genre un WordPress, et tu le fous sur tel serveur, et tous les jours, tu essayes de faire un article et un lien, par exemple. Mm. Bah, ou un lien, j'abuse peut-être, mais bref, c'était pour comprendre le truc. Ça aurait marché aussi sans forcément se prendre la tête. Ou tu vois, un mec qui va faire du TikTok. TikTok, tu as moyen de faire beaucoup de R&D, de tester tous les nouveaux outils d'IA qui apparaissent, les trucs. Ou alors, tu prends une trame qui marche, qui est de faire 15 images mid-journée, de faire des voice-overs sur des sujets, de coller les deux sur CapCut et de faire des petites transitions. Et ça marche aussi. Mm. Et je pense que Non, ceux qui mais vont c'est faire le sûr que travail de c'est... R&D, c'est parce que toi, tu as un kiff pour ça aussi, Mm. d'aller... Mais tu vois, quelqu'un... moi, typiquement, d'ailleurs, tu vois, sur ça, je pense qu'on n'est pas d'accord. Moi, c'est l'inverse. Un débutant, je lui dirais de pas faire de la R&D. Je lui dirais Alors, de prendre ou une alors que stratégie qui marche et de la focus et d'avancer, en fait. Et de la focus peut-être sur 2 sites, tu vois, mais pour pas mettre tous il ses va œufs dans... forcément. Enfin, en fait, c'est peut-être moi qui ai mal défini la R&D dans mon truc parce que il va forcément. Enfin, encore une fois, tout ne va pas être rose, même s'il part avec une Non, recette, il va se confronter à j'ai des pas trucs. dit... Et en Ouais, fait, tous ces petits échecs cumulés, pour moi, ça fait partie de la recherche, entre guillemets, qui fait que derrière, même si tu pars d'une recette qui a beau être ultra complète, tu vas forcément te retrouver avec tu vas avoir des prises de conscience. Pour moi, ça fait partie de la R&D. En fait, c'est l'expérience, quoi, tout simplement. Donc, ouais, c'est bien sûr, ça sûr. va plus vite si tu pars d'un truc existant et qui marche et que tu bourrines. Et je suis d'accord avec toi que j'ai sans doute ce biais où moi, en plus de ça, j'aime un petit peu aller explorer. Donc, je vais me disperser et donc je vais acquérir de l'expérience qui, businessment parlant, tu vois, va pas forcément être nécessaire. Mais voilà, moi, c'est vraiment le côté expérimentation qui peut être lié à une recette préétablie, mais que je vois un petit peu comme ce côté R&D au final. Ouais, ok. Moi, j'avais un point qui est tout simplement la phrase si c'était si simple, tout le monde le ferait. C'est Et Orelsan, ça. c'est vrai? Je sais pas. Bon, en tout cas, je crois qu'il le dit dans une chanson, mais Ouais, bah, c'est une phrase quand même qu'on a tous entendue à un moment ou un autre pour quoi que ce soit. ouais. Et je pense que là-dessus, il faut pas trop s'arrêter justement. Et ça, c'est le genre de phrase, pour en revenir au tout premier point que j'avais dit, ça peut être des potes ou de la famille qui dit ça. Mm. Ou même soi-même une espèce un peu de pensée bloquante en se disant mais si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mm. Il y a beaucoup de trucs qui sont plutôt simples et qui peuvent rapporter des sous. Et je vais reprendre encore l'exemple de TikTok. TikTok, c'est simple. Mm. C'est simple. Et étonnamment, bon, si là, Mm. il y a de plus en plus de gens qui commencent à le faire. Mais c'est simple, faut juste le faire et c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, ça demande juste du travail, quoi. Et pour autant, il y a plein de gens qui ne le font pas. Ouais, puis ça, Par on manque est. de temps ou par manque voilà, moi par exemple, j'ai arrêté d'en faire là du TikTok en ce moment parce que j'ai décidé de me refocus quand même sur les trucs à la fois qui me plaisent vraiment beaucoup, ou pas forcément qui me plaisent beaucoup, mais qui vont me rapporter le plus. Genre dans mon 80-20, je fais un Pareto, c'est ça qui me rapporte le plus, vas-y, je focus ça. En ce moment, je suis sur cette phase-là. Par contre, je suis très content d'avoir une phase TikTok parce que j'ai appris plein de trucs. Mais je peux me le permettre, entre guillemets, parce que j'ai déjà des sous qui rentrent un peu, enfin, qui sont Mm. automatiques, quoi. Donc, je pouvais me permettre de perdre. C'est même pas perdre d'ailleurs, parce que j'ai gagné des sous avec TikTok et tout. Donc, mais je pouvais me permettre de faire justement cette R&D autour de TikTok. Mm.
C'est marrant parce que nous, on a eu l'occasion, Anto, je sais pas si tu as ce ressenti, mais en tout cas avec Franck, je sais qu'on a ce même ressenti. Mais cette phrase, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Moi, il y a vraiment des moments dans ma vie où j'étais, par exemple, au tout début, j'étais en coloc. Et pour le coup, cette fameuse histoire de recette, j'avais vraiment la recette pour faire du blé à un moment précis. Et genre, je montrais à mes colocs, j'allais les voir, je fais, mais regarde, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est bidon, et tu gagnes ça. Et en fait, c'est ouais, ok. Enfin, et en fait, ils le faisaient pas. Tu vois, c'est juste que les gens, la réalité, c'est que t'as beau leur donner une recette parfaite pour faire du blé, ils vont pas le faire pour autant. Donc en fait, la réalité, c'est que non, ça peut être méga simple et personne et tout le monde ne le fait pas. Et par contre, on a aussi le cas contraire avec un pote de Franck à la base qui est devenu un de mes potes. Que toi, pareil, tu lui as appris. Alors pour le coup, c'était pas nécessairement simple parce que le SEO, on peut pas dire que ce soit quelque chose de simple. Mais aujourd'hui, tu vois, il y en a qui creusent quoi dans l'histoire. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour ça et tout le monde ne va pas creuser et tout le monde ne va pas devenir, va pas réussir à faire des sous à terme quoi. Donc c'est un bon point. Je sais pas si t'as ce feeling aussi, Anto, ou alors toi t'as pas eu forcément la volonté moi, je l'ai expliqué pareil que toi à pas mal de gens. À l'époque où c'était très facile et tout, il y a personne qui le faisait. Mais ça, j'ai abandonné. Ça, je me suis fait à l'idée maintenant qu'il y a des gens que. En fait, je force plus, tu vois. Il y a des gens, ça les intéresse pas de gagner de l'argent, ça les intéresse pas d'entreprendre. Très bien, tu vois. Voilà. Mais à D'ailleurs, moi, l'époque, je comprenais pas spécialement. bah ouais, mais pareil. Tu vois, moi, j'ai le cas quand j'étais à l'école, justement, et qu'on avait cette première méthode qu'Arthur, moi, tu m'avais appris en tout cas. Anto, je sais pas si c'est via Arthur ou pas, mais. Et cette méthode qui marchait très bien, et j'avais un de mes potes dans ma classe qui était tout le temps en train de dire qu'il avait pas de thunes et tout, et c'était vrai, hein, genre le mec était en galère H24, sa vie était complexe, on va dire. Et lui, c'était un bon pote, donc je m'étais dit, vas-y, je vais lui expliquer de A à Z le business. Je crois même que j'avais monté le premier site avec lui. Alors que le mec était déjà avec une bonne base de dev et tout, il était bien meilleur que moi sur toute la partie dev à l'école en tout cas. Et il a essayé une fois, il a gagné un petit peu d'argent, mais il avait pas un ROI positif. Et je lui avais dit, ouais, mais parce que là, faut changer tel truc, tel truc. Il a réessayé une deuxième fois où il était juste break-even et il a arrêté. Et c'est dommage parce que moi, j'étais là un peu à côté en train d'essayer de le PL en lui disant, mais la prochaine étape, si tu continues une troisième fois et qu'on rechange tel truc, c'est sûr que tu vas gagner de l'argent avec. Et tu vois, lui qui avait pas d'argent, c'était. En fait, il faisait une mini prise de risque, on va dire, mais bon. Et surtout, moi, je lui montrais les chiffres que je faisais. Et c'était cool, quoi. Pour des étudiants, franchement, c'était sympa de se dire, je sais pas, j'ai 1000 ou 1500 euros par mois en plus qui tombent. Lui, dans son cas, ça aurait été clairement très bien accueilli. Ça n'a pas plus réagi que ça. Et enfin, c'est dommage. Mais ça, on en l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast où moi je disais que j'ai un peu du mal à comprendre quand en soirée je parle de mon biz et que les gens ils se disent pas putain ça a l'air trop bien de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Et maintenant j'ai clairement give up aussi, hein. D'ailleurs je crois que la dernière fois qu'on m'a demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit que j'étais blogueur. Blogueur pro. Bah blogueur pro du coup, ouais. Plus besoin d'expliquer des trucs genre je sais me positionner sur Google avec du SEO ou je sais faire des TikTok qui font des vues. Je disais, ouais, je suis blogueur. Bon. Et, ça me mettrait un peu le seum de dire aux gens que je suis blogueur. Ouais, bah moi, au final, c'est la bonne stratégie, je trouvais. Ouais, parfois, moi aussi, je sors des trucs random. J'ai pas d'idées comme ça, mais. Moi, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, il y a quand même un truc qui est aussi important, je pense, et tout le monde est un peu touché par ça, c'est l'importance de la valeur perçue. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de la formation gratuite qu'on a fait sur la vente de liens, que vous pouvez retrouver en description. Cette formation, la réalité, c'est qu'il y a plein de tips ultra pertinents et ultra solides à l'intérieur. Et c'est clairement une formation qu'on aurait pu vendre facilement plusieurs centaines d'euros en réalité. Seulement, on a décidé d'en faire un lead magnet, donc de l'offrir à notre audience contre un email. Et c'est là, en fait, il y a plein de gens, je suis sûr, qui vont consulter cette formation ou justement qui ne vont pas la consulter en se disant de toute façon, c'est gratuit, c'est de la merde.
La réalité, c'est qu'il y a aussi ce truc-là. Et que quand tu vas aller accompagner à quelqu'un que tu connais, que tu vas dire, bah, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. En fait, il y a ce truc-là. Mais je pense qu'ils se disent, ah, mais ils m'aident comme ça gratuitement. Enfin, c'est pas possible que les choses soient si simples, encore une fois. Il y a vraiment cette espèce de barrière qui est un peu débile, mais qui, je pense, c'est pas une question justement de est-ce que la personne est intelligente ou débile, c'est vraiment un biais psychologique commun et qui fait que les choses ne sont pas appréciées de la même manière en réalité. Peut-être que tu ferais mieux de lui vendre ton consulting 50 balles de l'heure et peut-être qu'il suivrait un peu plus tes conseils, par exemple, plutôt que si t'arrives à tout lui servir sur les 50 balles de l'heure. Si je te dis ça parce que c'est un ami, hein, bien sûr, c'est pas le prix d'un consulting avec Franck, il est beaucoup trop cher. Mais voilà. Qu'est-ce qui c'est à qui là en fait? C'est Anto, je crois. Ouais, bah j'en ai plus. Bah super, voilà. Ah, voilà, au moins. Eh ben T'as des c'est trucs, à moi. Arthur? Ouais. Moi c'est un point. Bon, on a parlé de l'entourage tout à l'heure. Je crois que c'est toi qui en parlais, Franck. Mais votre entourage, donc dans l'entourage, je comprends la famille et les amis, ne doit pas vous tirer vers le bas. Donc votre entourage doit vous tirer vers le haut et surtout pas l'inverse. Et je pense que dans bien trop de cas, les gens ont des relations toxiques avec les autres êtres humains qui les entourent, quoi. Et que du coup, je pense qu'une des priorités quand on souhaite vraiment se lancer pour de vrai dans l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte, et je pense que vous l'avez compris au sein de ce podcast, c'est pas que des trucs chouettes, même s'il y a plein de trucs très chouettes. C'est de trouver justement des gens inspirants pour s'entourer de gens qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut, quoi. Voilà, pour moi, c'est un des points vraiment très importants. Ouais, clairement. Après, c'est pas facile en général à trouver aussi au début, hein. Parce que quand t'es un peu un nobody, c'est compliqué aussi que quelqu'un t'apporte Alors, un peu de crédit ou un truc comme dans ça. ce cas, je vais préciser un peu, parce que même si c'est en effet en dehors de la partie amis, famille, donc déjà, si vous avez vraiment des gens toxiques autour de vous, ayez le courage de vous séparer d'eux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si vous n'êtes pas, si en effet, comme dit Franck, c'est compliqué de trouver des relations de qualité, et ben en fait, contentez-vous par exemple dans un premier temps, passer du temps par exemple à écouter des podcasts. Voilà, si jamais vous vous dites bon, les Wizards sont sympas, mais même si c'est pas nous, ça peut être d'autres gens. Vous trouvez des gens qui créent du contenu sur des formats un peu plus longs, et en fait, le fait d'écouter des gens qui vous inspirent, en tout cas vous personnellement, ça peut aussi faire partie du processus qui va vous amener justement progressivement à côtoyer des gens un peu plus, comment dire, un peu plus... Marthe. Ouais, smart, c'est pas ce que j'allais dire, mais ouais, qui vous tire vers le haut, quoi, en gros, hein, et pas l'inverse. Voilà. Ouais, bon conseil en effet. C'est vrai que je pense qu'on peut avoir tendance à trop s'accrocher à des gens. Ce qui est bien, hein, tu vois, des anciens amis ou des trucs comme, enfin des personnes comme ça, mais qui au final te feront pas évoluer. Je crois que j'en avais déjà parlé vite fait, mais moi il y a un livre que j'avais bien aimé sur ce sujet, même si c'est un peu peut-être pas ésotérique, mais je sais pas comment on peut dire ça, mais j'ai un bouquin qui s'appelle La spirale dynamique. J'ai plus le nom en tête de ceux qui parlaient de ça. Mais la spirale dynamique, en gros, ils expliquent que plus toi t'évolues, que ça soit humainement ou businessment ou qu'importe le sujet, en fait, plus t'évolues et plus tu rentres dans une spirale qui monte, on va dire, avec à chaque fois des hausses et des bas et des trucs comme ça. Et en général, c'est quand tu as un bas et que tu remets en question certaines choses, tu remets en question, je sais pas, des amitiés ou des trucs comme ça, tu vois, typiquement une amitié un peu toxique, bah, c'est au moment où toi, tu t'allais passer un peu au-dessus, que tu as cette amitié un peu toxique qui vient te retirer vers le bas, et qu'au moment où tu arrives à casser ce truc, et ben hop, tu passes dans la spirale d'au-dessus. Et le bouquin est archi bien foutu. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Je l'ai pas lu, je l'ai lu 2 fois, on va dire dans les 10 dernières années. Et à chaque fois que je le relis, je me dis ah ouais, putain, c'est pas con. La façon de voir les choses est intéressante. Je dis pas qu'il faut suivre à la lettre absolument tout ce qu'ils disent et tout ça, mais le point de vue qu'ils ont dans ce bouquin est intéressant, je trouve.
Et j'ai remarqué qu'en tout cas, ça correspondait plutôt, moi, un peu à la transition que j'ai eue entre ma vie à l'école avec mes potes, sortir en boîte, des trucs comme ça, à mon step un peu au-dessus. Enfin, c'est pas, il y a pas vraiment, c'est pas, comment dire? Et Il je y a connais. pas, c'est pas ceux qui sont au-dessus qui sont plus intelligents, meilleurs et tout ça, hein. Mais c'est juste, c'est d'autres types de relations, par exemple. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Bref, et du coup, moi, je m'étais bien reconnu dedans. Donc, peut-être s'il y en a qui un jour le liront ou qui l'ont peut-être déjà lu et qui veulent dire en commentaire un petit peu le point de vue qu'ils ont eu sur la spirale dynamique. Hmm. De moi, ça m'intéresse d'en parler avec des personnes. Je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui l'avaient lu et que j'avais trouvé intéressant le retour que j'avais eu là-dessus. Ça me fait penser, je crois que tu nous avais parlé d'un livre aussi, un autre livre, Comment se faire des amis ou je sais pas quoi là, non? Ouais, qui est un grand classique, hein. Mais C'est ouais. ça le titre? Ouais, c'est comment se faire des amis, ouais. Ah ok, bon, bah, voilà. Et qui est pas mal aussi, non? Ouais, qui est très Dans le même intéressant. genre, quoi. Qui est dans le même genre, mais c'est plus là, c'est plus de la psychologie pour comprendre. En fait, tu peux beaucoup l'utiliser dans la vente et tout, parce que ça t'apprend à cerner les gens, on va dire. Je fais un très gros résumé, mais comprendre comment plaire à certaines personnes ou comment faire en sorte de vendre. En fait, le titre Comment se faire des amis, il est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment ça le sujet du livre. Hmm, C'est ok. plus comment entrer en relation avec quelqu'un, comment lui vendre des trucs, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Il y avait d'autres Euh, trucs pour toi, Franck, ou pas? ouais, j'avais d'autres points. Ouais, il y avait toutes les histoires. On peut passer assez rapidement dessus parce que le podcast commence à être assez long, il me semble. Mais en gros, j'avais un point sur toutes les histoires de discipline et tout. Sur YouTube, on a énormément de vidéos liées à la discipline. Même des gros YouTubeurs, tu vois, je vais prendre un Yomi ou comment il s'appelle, Dali, machin là, Dali du Tilleul ou tout ça, des gros youtubeurs qui ont pas mal de contenu lié au mindset, à la discipline et des trucs comme ça. Et en fait, je pense que quand tu es un jeune entrepreneur, tu peux avoir un petit peu cette tendance à tomber dans ce truc qui peut être très intéressant, hein. Attention, je mets pas tout le monde dans genre c'est pas bien, mais tu peux un petit peu tomber dans ce truc où tu vas dire oui, mais si je me lève pas à 5 heures du matin pour aller faire mon running, faire mes 10 minutes de méditation, faire je sais pas quel truc, aller à ma salle de muscu, faire mon sport pour mon bien-être et tout ça, c'est des trucs qui sont intéressants, c'est très bien de le faire. Mais je pense qu'il y en a qui restent bloqués dans ces trucs de discipline et qui se prennent la tête avec ça et qui en oublient que la plupart du temps, ce qui marche, c'est tout simplement de travailler, quoi, de se poser devant son ordi, de publier du contenu si ton but c'est de faire de la création de contenu, d'aller chercher des clients si ton but c'est de faire de l'agence ou du freelancing ou des trucs comme ça, et qui ont tendance un petit peu à mettre de côté ces points-là qui sont pourtant les plus essentiels pour à côté de ça se dire ah ouais mais si il faut que je prenne ma douche froide le matin parce que ça va m'apprendre à avoir une discipline pour tel truc et ainsi de suite. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a toujours eu un petit peu cette problématique et j'ai l'impression de ce que je vois parfois sur Twitter par exemple, qu'il y en a qui ont des disciplines de fer, ce qui est très bien, mais qui à côté de ça, j'ai l'impression, passe énormément de temps à faire autre chose que la base, quoi, qui est de travailler. Hmm. Donc voilà, bon, je voulais Moi, parler de ça brièvement, je mais pense que le point le plus important, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est ce que tu fais toi depuis, enfin que tu as fait récemment, c'est de faire un Pareto en fait, de calculer le 80-20, donc les 20% qui sont concrètement les plus rentables pour votre business, et de focus ces 20% là. Euh, Ça pour le coup, c'est ce que tu disais que tu faisais. Ça pour le coup, c'est mm, vraiment ça, c'est pertinent. C'est une bonne chose de le faire. Et tout le monde devrait être capable de le faire parce que ça a un vrai impact sur votre bise, quoi. ouais. D'ailleurs, tous ceux qu'on connaît qui ont des boîtes enfin, qui tournent bien et tout, ils font un petit peu de R&D, tout ça, évidemment, mais en fait, la plupart du temps, c'est juste des gros charbonneurs, hein. C'est Mm. des gens qui bossent beaucoup, qui font de façon carrée toujours les mêmes trucs, qui ont leur to-do list et qui bossent bien là-dessus, et ça marche, quoi. Ça marche. Parce qu'ils savent ce qui marche pour eux, et ils en profitent et ils bourrinent là-dessus. Mm.
Mais franchement, je trouve ça cool. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, tu te lasses de ce genre de fonctionnement. Mais en tout cas, tant que tu arrives à tenir le rythme et que ça te convient. Tu vois, moi, là, j'ai réussi à me remettre un bon. J'ai eu un bon rythme de travail. Et en fait, la grosse session de travail qu'on a fait là cet été ensemble avec les Wizards, ça m'a. Je sais pas. Ça m'a fait un truc où j'ai repris une bonne méthode de travail. J'ai envie de bosser. Il y a même, ça faisait longtemps que ça. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, mais là, en ce moment, il y a vraiment des moments où le week-end, je me dis, mais ça me fait penser à tel truc. J'ai envie de bosser là-dessus. Hier soir, à minuit, j'étais dans mon lit, j'étais en train de penser à un truc. Je me suis relevé, je suis allé sur l'ordi et je suis allé faire un truc qui venait de me passer par la tête. Et je sais qu'il y a un moment, je l'aurais pas forcément fait. Et tout ça est assez cyclique, hein, évidemment, mais en ce moment, bon truc avec ce genre de choses, justement. Depuis que j'ai refait un peu ce petit Pareto, là, c'est bien. Ça, c'était un des premiers points. L'autre point qui était, c'était écouter ceux qui sont là où tu voudrais être. Et je trouve ça assez intéressant, mais ça revient avec pas mal de trucs qu'on a déjà dit. Mais faut plutôt s'attacher aux avis et aux commentaires de gens qui sont à des positions qu'on aimerait bien avoir. Et pas forcément trop suivre des gens, trop prendre en considération peut-être des commentaires ou encore une fois de personnes qui ont pas forcément qui peut-être sont très bons dans leur domaine et tout, mais qui n'ont pas forcément autant grandi que ce qu'on l'espérerait, on va dire. Enfin, j'ai peut-être mal tourné mon truc, mais en gros, suivre les conseils de gens qui ont déjà des business florissants, par exemple, si nous, notre but, c'est d'avoir un business florissant ou de suivre des gens qui ont pour reprendre ce truc de discipline, mais une discipline de fer, pour des gens qui ont vraiment une très bonne discipline et ainsi de suite. Et je pense qu'aller lire des livres, suivre, encore une fois, peut-être suivre des formations. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan des formations, mais nous, on est plutôt consommateurs de formations et on trouve ça bien. Voilà, donc c'était un point. Je sais pas si vous voulez réagir à ça, sinon j'ai un dernier point. Vas-y pour le dernier. Hein. Le dernier, c'était de croire qu'il n'y a qu'une seule méthode pour réussir. Et ça, pareil, je pense qu'il y en a peut-être. En gros, par exemple, quand on va parler de TikTok, il y en a qui vont dire faut faire du republish de compte. Il y en a qui vont dire il faut se mettre soi-même en vidéo. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut faire du faceless et tout ça. Et en fait, si on suit qu'un seul, par exemple, formateur, on va penser qu'il n'y a que sa méthode qui marche. C'est pas forcément le cas. Et donc, le but, je pense, c'est d'essayer de trouver pour chaque domaine qui marche, de regarder les différentes méthodes qui existent. Mm. Et après, évidemment, de se concentrer sur une méthode pour pas trop s'éparpiller. Mais il faut pas à chaque fois dire que son influenceur préféré, il n'y a que lui qui a la bonne solution. Mm. Et voilà. C'était mon dernier petit point. Parfait. Bah écoute, c'était un beau podcast. Bon, merci à tous ceux qui sont toujours là pour nous écouter conclure. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous nous écoutez sur YouTube, à mettre un petit commentaire, un petit like, les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes de podcast. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, Salut. ciao.